Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de Sabakupa. Alors je sais, normalement il y a une émission qui arrive la semaine prochaine, mais celle-ci elle est un peu spéciale parce que j'ai absolument envie, très envie, de vous présenter deux projets qui me portent à cœur. Je les ai regardés un peu en détail, on va analyser un peu les points que j'ai trouvés importants et on va regarder ça ensemble. Les deux projets d'aujourd'hui sont Tamashii Chronicles of Ascent et Malia Lands of Legends. Alors tout d'abord, on va analyser Tamashii Chronicles of Ascent. Il y a juste un petit disclaimer que je voudrais faire. Le projet est totalement... Enfin, la page du projet est totalement en anglais. Donc je m'excuse déjà d'avance si j'ai fait des erreurs dans mon explication. Je m'en excuse déjà en avance. On va donc commencer avec Tamashii Chronicles of Ascent, un jeu d'Awaken Realms Light. Je sais qu'il y a le Light juste à côté, c'est leur, entre guillemets, leur sous-entreprise qui vont en fait faire des projets un peu plus petits que leur maison mère. Et on est en plein dedans avec Tamashii, où c'est un plus petit jeu que d'habitude. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 90 minutes conseillées à partir de 16 ans et plus. Le projet sera bien évidemment comme d'habitude avec Awaken disponible en français. Donc ça fait très plaisir, mais il y a un autre truc à chaque fois que je trouve moyen, mais j'en parlerai un peu plus tard. Tamashii, un jeu qui a été créé par l'équipe qui a fait The Great Wall. Peut-être qu'il y en a certains qui le connaissent. Moi, je vais bientôt le recevoir. J'ai hâte vraiment de le tester. The Great Wall, qui est un jeu de pose d'ouvrier. Le premier pose d'ouvrier de Awaken. Donc, j'ai très hâte de voir tout ça. Sur Tamashii, on est sur quelque chose de plus petit que d'habitude, mais avec un gameplay quand même assez intéressant. Tamashii est un jeu coopératif, mais aussi compétitif. Donc, il y a deux modes de programmation, de backbuilding et d'exploration. On est au Japon, en l'an 5869, dans un univers post-apo cyberpunk qui est dirigé par l'intelligence artificielle. Le jeu proposera des scénarios qu'on pourra jouer en campagne ou en one-shot. Donc en fait, on fait la mise en place du scénario voulu, on installe la petite map. Voici par exemple une carte de scénario où sur la gauche, on voit la mise en place de la map, où il y a juste une tuile qui est face visible. On va mettre notre personnage dessus. Après, on a d'autres petits détails pour le scénario voulu. On peut s'imaginer, par exemple, pour un scénario de battre un boss à la fin, et vous êtes aussi limité par le temps. Au début du jeu, on va jouer un Walker. Un Walker, on le voit juste ici. On a un personnage masculin, un féminin, et on l'a 4 fois. Ce Walker est considéré comme un corps de femme ou d'homme de tout ce qui est plus normal. Et pendant la partie, il va falloir l'améliorer, le développer pour profiter d'actions spéciales et des stats un peu plus puissantes que de base. Regardons justement de plus près notre plateau personnage. Au centre ici, c'est notre centre de data où on va mettre nos tokens pour programmer nos actions. Je viendrai plus en détail bien sûr plus tard. La barre à gauche est la barre de track. Le buddy, c'est là où on va mettre justement notre carte de Walker au tout début de la partie. Sur cette carte Walker, on va pouvoir voir plusieurs choses. Premièrement, les Walkers sont asymétriques. Chacun a son effet qu'on va pouvoir faire durant la partie. Ensuite, les stats qui sont en bas. Alors, on ne le voit pas très bien. C'est un peu difficile aussi de présenter un projet juste sur un site internet. On a l'ITG qui est les points de vie, pardon. Le PRG qui est le niveau de programmation. Et ensuite, on a l'attaque. C'est quand on va faire une attaque, et ben, c'est notre attaque de base. Donc, on en fait 1, par exemple, ici. Au bas du plateau, on aura des sections. On va pouvoir mettre des cartes amélioration qui seront représentées par ces cartes-là. On va pouvoir en bénéficier. Et les 3 barres ici en dessous. Ici, qui est la barre de défense, la barre d'antivirus ici, et la barre de recharge. La défense, bon bah c'est logique, c'est pour encaisser des dégâts. L'antivirus nous permettra d'enlever des jetons bugs.
Et la recharge sera utile pour relancer des dés. Tout ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure durant mon explication sur le gameplay. On va rentrer justement dans le gameplay où on aura plusieurs phases. Tout d'abord, on aura une petite carte aide pour récapituler le tour de jeu. Tout d'abord, on doit résoudre la carte quête qui est en cours. Et ensuite, on passera en phase de programmation. Cette phase de programmation, où il le nomme aussi l'algorithme, cette phase se passe totalement simultanément. Au début du tour, on va chacun prendre dans notre petit bag différents jetons qu'on va pouvoir mettre sur notre fiche ici sur le centre de data et on en met un chacun sur ces cases en surbrillance. Les différents jetons vont ressembler à ceci. Voilà, on a rouge, bleu, vert et le jaune qui nous amènera pour faire des actions plus tard. Dès qu'ils seront placés, on va pouvoir faire des déplacements de nos jetons. Tout dépend de notre niveau de programmation. C'est le nombre de fois qu'on va pouvoir déplacer les jetons. Donc on les déplace vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas, bref, où vous voulez. Et il va falloir faire des patterns. Je précise juste que déplacer un jeton vers le haut, par exemple, représente une action de programmation. Et pour ce personnage-là, il peut en faire jusqu'à 4. Dès qu'on les aura déplacés, on va pouvoir faire des algorithmes de base. Cette carte va nous aider pour faire ces algorithmes de base. On voit ici les différents jetons de couleur qu'on a vus préalablement. Il va falloir les mettre adjacents pour pouvoir faire les algorithmes de base. Pour ces algorithmes de base, si on veut faire une qui est proposée, il va falloir aussi les défausser de notre plateau. Les algorithmes de base peuvent faire quoi? Il y en a un qui permet d'augmenter sa défense. Il y en a un autre qui permet d'avoir des jetons virus. Et vous voyez que ces jetons virus, eh ben, ce jeton-là représente n'importe quelle couleur de jeton. Donc, d'où le fait du back building, on va pouvoir l'améliorer. Mais attention, si vous en avez trop, il est possible que vous allez recevoir des jetons bug. Et ces jetons bug, eh ben, ils vous servent à rien. Ils vont juste vous gêner sur votre plateau. On va à présent passer à la phase d'action qui est la phase principale. On peut en faire jusqu'à 3. On peut par exemple s'imaginer de se déplacer, de faire l'action du lieu où on est situé, s'engager au combat, une action en rapport avec la quête, etc., etc. Je vous passe les détails. Je vous passe les détails parce qu'en fait, Awaken Realms n'a pas mis à disposition les règles, donc j'ai pas pu voir en détail chaque action, ce qu'elle fait. C'est dans ces phases d'action où vous allez aussi dépenser vos jetons que vous avez préalablement programmés sur votre plateau joueur. Je peux vous donner quelques exemples. Le fait de se déplacer ne vous coûtera absolument pas de jetons, mais imaginons qu'on est sur cette case-là. Pour pouvoir faire l'action du lieu ici, il va falloir avoir programmé au préalable ces 3 jetons adjacents l'un à l'autre. Et on les défausse pour pouvoir faire l'action. Comment on va faire pour améliorer notre body, notre corps? Voici par exemple les différents avatars qu'il y a à disposition et ils sont chacun asymétriques. Alors comment on va procéder? Sur la face cachée du personnage, on a ces différents patterns là. Il va falloir l'accomplir et défausser comme d'habitude les différents jetons pour pouvoir améliorer notre corps et prendre possession de ce nouveau personnage. J'ai pris une vidéo qui est disponible sur la page du projet, je vais la mettre en description, comme ça vous pouvez voir aussi son avis, mais qui est totalement en anglais. Pour les différentes cartes augmentation que je vous ai montré juste tout à l'heure, va falloir aussi faire les patterns pour pouvoir l'activer. Tout dépend de combien d'actions vous avez fait, vous allez lancer le même nombre de dés que vos actions. Donc si vous avez fait 3 actions, vous allez lancer 3 dés. Et ces 3 dés sont ceux-ci. Ces dés-là ont 3 types de résultats. Des réussites simples, des critiques, mais aussi des faces vides. Ces dés vont faire quoi? Vous allez les lancer. Pour le nombre de réussites ou de critiques que vous allez avoir sur vos dés, on va augmenter notre niveau de track. Donc ça veut dire que si vous avez eu un résultat de réussite de 1, vous augmentez de 1, et le critique fait monter de 2. Mais attention, cette barre de track peut être dangereuse parce que c'est pour représenter en fait
que les ennemis vont vous trouver plus facilement et ça va les attirer vers vous. Si par exemple vous arrivez sur la jauge jaune ici, on a le petit chiffre 1 qui est là, c'est-à-dire que vous allez piocher un ennemi qui vous sera attribué. On arrive à la fin de votre tour, c'est là où les ennemis vont vous attaquer. Lors de la phase des attaques des ennemis, qu'on a ici pour exemple, on va lancer un dé qui est le même dé qu'on a lancé après nos actions. Tout dépend du résultat du dé, on va l'appliquer pour les dégâts de l'ennemi. Exemple, une réussite est égale qui va faire son attaque de base. Si vous avez la phase critique, il fera son critique plus son attaque de base. Et si vous arrivez sur la phase vide, eh ben il ne fera rien. Sur ces cartes ennemies, on voit aussi d'autres choses. Ici, au bas de la carte, on voit les différents patterns qu'on va pouvoir faire. Et ça va potentiellement lui faire des dégâts. On va pouvoir même aussi l'esquiver, mais ça nous donnera potentiellement des jetons bug. Et tout ça va falloir faire pendant notre phase d'action. Dès que les ennemis ont tous attaqué, eh ben, on recommence un nouveau tour en remplissant à nouveau nos cases ici qui sont vides, bien sûr, en surbrillance. On rajoute le même nombre de jetons et on recommence à nouveau la phase de programmation. On va déplacer nos différents jetons pour se préparer pour ce nouveau tour. Donc voilà, le but du jeu, ce sera vraiment durant la phase de programmation où vous allez vraiment programmer ce que vous allez faire durant ce tour en fonction des lieux que vous voulez actionner, en fonction des cartes sur votre personnage si vous voulez l'actionner aussi. Si vous avez des ennemis en face de vous, tout ça va falloir gérer avec ces différents jetons et faire nos algorithmes. Dans Tamashii, il y a aussi un système d'aventure où vous pourrez faire des choix qui influenceront la suite de votre histoire. Le jeu, je le trouve magnifique, l'univers est époustouflant. On n'est pas non plus sur un petit jeu en soi, hein, mais va falloir faire bouger vos neurones avec les différents algorithmes à faire. Mais il n'a pas non plus l'air tout très tendre avec vous. Je sais pas encore si vraiment je vais le backer, mais en tout cas, je garde un œil dessus. On peut à présent parler des différents pledges qui sont disponibles. On a le core pledge ici, qui comprendra la boîte de base et la boîte de stretch goal. On est à environ 70 francs ici pour la boîte de base. Et ensuite pour le Cyber Pledge qui rajoute en fait les miniatures, parce que dans la boîte de base vous avez des standees. Et là ça rajoute les miniatures, on est à 106 francs. Pour le shipping en Union Européenne, pour le Core Pledge on est à 26 €. Et pour le Cyber Pledge avec les figurines on est à 30 €. Et si on imagine pour la Suisse, ben, je pense qu'on est là-dedans dans Rest of Europe, où le Core Pledge est à 27 et le Cyber Pledge à 29. L'envoi est estimé pour avril-mai 2023. Alors ce sera à voir. On sait que Awaken Realms prend pas mal de retard sur ses projets, mais là à voir, vu qu'on est sur un plus petit projet en termes de matériel, eh ben peut-être qu'on peut s'imaginer qu'une fois ils seront dans les temps. On verra. Donc voilà, je suis arrivé au bout de Tamashii. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi des retours si il y a des trucs que je peux améliorer dans mes explications. Vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment pas simple de montrer un projet qui nous intéresse sur un site internet, sur la page en elle-même. Ce serait mieux avec le jeu, hein, forcément. Parce que là, on peut pas manipuler les différents... le matériel qui est à disposition. Parce que sinon, je vous laisse... regarder les vidéos qui sont malheureusement toujours qu'en anglais. J'ai dû regarder là-dessus aussi pour voir un peu le fonctionnement du jeu, le gameplay. Donc n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos qui sont à disposition tout en bas de la page. On passe à présent sur Malia Lands of Legend, qui est créé par 4Universe et édité par la boîte de jeu. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour une campagne de 40, qui peut durer entre 40 et 90 heures de jeu environ, peut-être même plus, qui est conseillé à partir de 14 ans et plus. Malia est un jeu coopératif narratif qui va mélanger lone crawling, dungeon crawling, avec des énigmes, mais aussi avec des phases d'infiltration. Ce projet, ça fait 6 ans qu'il travaille dessus, donc ça fait un bon moment quand même. On est dans un univers médiéval fantastique, où notre planète, Malia, court un grave danger. Nos héros, maîtrisant le pouvoir de l'aura, qui est l'énergie de la planète, mèneront une aventure et vont
essayer tant bien que mal de sauver Malia. On va chacun incarner un héros qui va représenter son peuple, qui a bien sûr son plateau personnel. Voici le plateau personnel qu'on peut avoir. Donc là-dessus, on a différentes informations. Il est divisé en deux parties parce qu'ici, hop, là on voit ici qu'on a un côté justement où on a le sac à dos. On va pouvoir stocker différents objets, des ressources, etc., etc. Vraiment, on est typiquement dans un jeu de rôle, donc on est assez habitué là-dessus. Et sur le côté droite, eh ben, ça va représenter notre héros. Là, par exemple, c'est un Yoctal, donc ça, c'est son peuple. Et là-dessus, on va pouvoir voir aussi les différentes stats qu'on peut avoir. Donc, on a le physique pour le rouge, le sens pour le violet, la dextérité pour le jaune, l'intellect le bleu, la connaissance qui est orange. Donc on a ici les différentes stats. Les points de vie sont représentés par ces cristaux qu'on va mettre à cet endroit-là. On a aussi des points d'action ici qui vont être un peu plus utiles lors de la phase de dungeon crawling. Et on a par exemple aussi des cartes talents qui vont représenter notre classe qui peut être roublard, ranger, guerrier, etc. Là, on va mettre notre arme qui est équipée et on va pouvoir l'améliorer aussi petit à petit. Donc, va falloir améliorer notre personnage ainsi que nos équipements, collecter des ressources, nous stuffer, mais attention, on peut être encombré. Donc, on a ici les différentes ressources qu'on peut avoir, etc. Alors, on a plusieurs livrets à disposition. On en a un qui est le livret de scénario. Bon, ça, si c'est pas en rapport avec l'histoire que vous allez avoir. Et on a deux autres livrets, qui est le livret d'événements et le livret d'exploration, qui vous seront demandés de lire au moment venu. Dans ces livrets, vous allez arriver dans une entrée où on vous a préalablement demandé d'y aller et on va lire ce qui se passe. En fonction de vos choix, il est possible que vous deviez faire des tests de compétences. Voici comment un test de compétences peut ressembler dans les différents livrets. À gauche, sous la bannière bleue, c'est la cible du test. Voici les différentes cibles de tests qui sont à disposition. Donc les tests solo, où il n'y a qu'un seul héros qui participe, le test de groupe, où chaque héros participe, ou un test individuel, ou un test qui est limité par le nombre de personnes. On a ensuite le type de test qu'il va falloir faire. Par exemple ici, c'est un test d'intellect. En fonction de votre personnage, vous allez prendre le même nombre de dés blancs qui se représentent comme ceci. Et si par exemple votre personnage il a 3 d'intellect, eh ben, il va prendre 3 dés blancs. Ensuite on a l'aptitude, tout dépend de votre classe de personnage. Si vous l'avez, ça vous donnera potentiellement des bonus lors de votre lancer. Sur la droite, on a la difficulté du test, donc c'est le nombre de dés noirs qu'on va lancer. Et voici les phases disponibles du dé noir. Analysons ces différents dés. Sur le dé blanc qui sont les dés de héros, on a une phase qui est de la phase réussite, des phases vides et une phase spéciale. Cette phase spéciale, c'est en fonction justement de votre aptitude. Si vous l'avez, vous pouvez justement représenter votre phase spéciale comme une phase réussite. Voici les dés noirs avec les différentes phases. On a la phase top, la phase vide et la phase spéciale qui dans son nom sera spéciale. On rassemble tous les dés nécessaires et on va les lancer. Donc là, imaginons que j'ai 2 d'intellect. C'est-à-dire que je vais prendre 2 dés blancs et la difficulté du test est 2 dés noirs. Donc je prends 2 dés noirs et je lance les 4 dés au total. Pour le nombre de réussites que je vais faire, donc sur cette phase-là, je vais prendre des jetons réussite. Si j'ai une phase vide ou la phase spéciale que je ne peux pas en profiter, eh ben c'est considéré comme des phases vides. Pareil sur les dés noirs, s'il y a une main rouge, je vais rajouter le nombre de jetons de main rouge que j'ai eu sur mes dés. Pour les conditions de victoire, l'échec, par exemple, ici on a la main rouge qui n'est pas indiquée par un chiffre. Ça veut dire que dès que vous avez un jeton main rouge, va falloir s'arrêter dans le test et appliquer l'échec. Cependant, lorsqu'un héros atteint le nombre de pouces verts requis ou plus, il peut mettre fin à son test pour appliquer l'effet de réussite. Je dis il peut parce qu'il y a différents tests qu'on peut avoir ce signe-là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien va falloir faire pour réussir complètement l'action. Par contre, pour les mains rouges,
Il n'y a pas moyen. Dès qu'on arrive sur le nombre de mains rouges limite, on s'arrête directement, on fait la phase d'échec. On va analyser l'exemple. Il a pris 2 dés parce qu'il a 2 d'intellect. On prend les 2 dés noirs pour la difficulté, il lance ses dés, il a un pouce vert, une phase spéciale qui lui rapporte rien, et les dés noirs où on arrivait sur la phase vide. J'ai 1 de réussite, donc je rajoute un jeton réussite. Je décide de relancer. Dans mon deuxième lancer, j'ai à nouveau un pouce vert, mais j'ai une main rouge, ça veut dire que je vais appliquer l'échec parce que je suis arrivé à la limite du résultat par rapport à l'échec. Donc on voit qu'on est typiquement dans un jeu de rôle, va falloir faire des choix, en fonction de vos choix, vous arrivez sur une entrée, va falloir faire un test de compétences, avec vos différents compagnons ou seul, ou avec un nombre limité pour le test. Bref, je trouve ça absolument génial. On va rentrer un peu plus dans le gameplay, où on va analyser le land crawling. Vous allez dans Malia avoir des phases de land crawling où l'on va voyager à travers terre, forêt, montagne, etc. Vous avez ici par exemple la map de base qui est proposée par le prototype, s'il me semble. Et on a les différents terrains de montagne, de forêt, les villes qui sont à disposition, etc. En fonction de votre scénario, il est possible que vous allez rajouter par-dessus cette carte des nouveaux lieux. Par exemple comme ceci, cette forteresse-là, on rajoute la carte parce qu'en fait, avant il n'y avait rien du tout et on rajoute la carte par-dessus. Ça évite justement ce côté legacy, on va coller par-dessus, donc là on rajoute des cartes, donc pas de panique. Sur cette map, on va aussi mettre notre jeton groupe qui est représenté comme ceci. Ça représente où est notre compagnie sur la map. Ce qu'on a aussi à disposition, c'est le plateau journée ici, qui sera le défilement de notre journée. Sur ce plateau journée, ça nous indiquera aussi s'il fait beau ou s'il fait mauvais temps. Ça aura bien sûr des impacts. Durant cette phase, vous avez plusieurs actions possibles. Vous pouvez piocher une carte voyage, se déplacer, se reposer et collecter. Imaginons qu'on décide de faire l'action de piocher une carte au voyage. Les cartes au voyage se représentent comme ceci. Tout dépend où vous en êtes dans la journée. On va piocher une carte au jour ou une carte nuit. Elles ont 2 faces réversibles. Tout dépend du lieu où votre jeton groupe est situé. Par exemple, pour cette carte-là, si vous êtes sur un terrain plein, donc on voit les terrains pleins sont celui-ci. Si vous êtes sur un terrain plein avec votre groupe, on va la placer en dessous du plateau de journée. Ça vous indiquera ici un numéro. Ce numéro va être complété par des cartes événements. Vous allez piocher une carte événement. Vous regardez votre météo s'il fait beau ou s'il fait pas beau. S'il fait beau, vous la mettez juste en dessous comme ceci. Donc imaginons qu'on met celle-ci et celle-ci. Il fait beau, ça va faire 0,1, 0,1. Vous allez dans le livret d'événements, à l'entrée 0,1, 0,1 pour voir ce qui s'y passe. Mais imaginons aussi une autre possibilité. On reprend la même carte, mais on est sur un terrain forêt. C'est-à-dire que là, ça ne s'applique pas. On va la retourner à 180 degrés pour appliquer l'effet qui est juste là. La plupart des effets ici vont nous rapporter des jetons voyage qui nous permettront de se déplacer. Je profite de cette transition pour vous expliquer comment se déplacer. Imaginons que notre jeton groupe est ici. S'il fait beau, on le voit ici sur le jeton, il va falloir dépenser 2 jetons voyage pour vous déplacer à une case adjacente de votre jeton groupe. Par contre, s'il fait pas beau, il va falloir en dépenser 3. Voici comment sont représentés ces jetons voyage, mais attention, ces jetons voyage, on est limité à 3, donc on peut pas non plus, pendant toute une journée, se déplacer et accumuler les jetons voyage. Durant notre phase de déplacement, si on arrive à un lieu clé du scénario, comme par exemple ici sur la forteresse des ombres, va falloir aller à l'entrée dans le livret de scénario qui est indiqué par exemple ici 108. Ça peut nous mener à une phase d'exploration, c'est possible, qui est la phase de dungeon crawler. Sur les actions se reposer et collecter, je n'ai malheureusement pas les infos. J'ai vraiment pas trouvé ce que c'était. Donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Peut-être que je suis juste aveugle, c'est possible. On va parler un peu de la phase d'exploration qui est l'aspect dungeon crawler du jeu. Durant votre aventure, vos héros devront parfois s'aventurer dans des lieux. Ces lieux seront toujours présentés dans le livret d'exploration. On va faire toute la mise en place du lieu, les méchants, vos héros,
on va mettre les figurines où elles doivent être. Il y a aussi des jetons repères et d'intérêt, etc. On fait toute la mise en place. Attention, ces phases d'exploration peuvent être de deux manières. Il y a le mode infiltration et il y a le mode de combat. Le mode combat qui est un peu plus le classique du dungeon crawler. Va falloir se taper, lancer des dés avec justement un peu ce combat tactique et stratégique. Il est toujours indiqué dans le livret de scénario lorsque les joueurs entrent en mode infiltration. Pour ces différents modes, je vous réfère à 2 vidéos que la boîte de jeu ont fait. Je les mets en description qui vont vous expliquer très bien le fonctionnement et surtout en images avec les figurines parce que j'avoue d'expliquer comme ça sur une page internet, c'est vraiment très très chaud. Donc ce sera bien plus explicite d'aller voir ces différentes vidéos qui vous ont mis à disposition. Mais en gros, on revient sur du classique du dungeon crawler où il va falloir collaborer ensemble pour s'en sortir. Mais le mode infiltration qui est très intéressant et palpitant. Alors, j'ai toujours adoré ce type de jeu. Hein. Quand on me parle de narratif coopératif, j'ai toujours un œil dessus. J'avoue que celui-là me fait très très envie. On est certes dans un classique médiéval fantastique, mais ils ont quand même créé un nouvel univers qui leur appartient. Et je trouve en soi l'univers très séduisant. Et il est possible que je vais le backer. On verra. On va parler à présent des pledges. Le jeu est prévu d'être livré en juillet 2023. Donc on verra, on espère pour eux. En fait, au niveau des pledges, on n'en a que un disponible. Est-ce qu'ils vont rajouter des extensions? Est-ce qu'il y aura d'autres choses? Je ne sais pas s'ils ont prévu d'autres trucs. Mais en tout cas, on n'en a que un à disposition. Donc c'est bien sûr avec le jeu de base, avec tous les stretch goals débloqués, qui nous fait au total 140 €. On va parler du shipping. Dans l'Union Européenne, en général, on est entre 17 et 23 €. Et pour la Suisse, entre 37 et 49 €. Ça fait un peu mal hein, pour la Suisse, mais bon, c'est comme ça. Ils disent qu'on va pouvoir rajouter, enlever des participants aux fonctions de vos sessions de jeu. Donc si, imaginons, un pote vient pour une soirée, et ben vous pouvez très bien, durant votre campagne, en fait, le rajouter pour cette soirée et le jeu s'adapte. Et même, pour le cas contraire, si quelqu'un ne souhaite plus participer, et ben il peut totalement abandonner son personnage et en finir là. J'avoue avoir un peu de peine avec ça. Moi, je préfère vraiment... on est une équipe, on le fait de A à Z avec les mêmes joueurs, mais bon, ça ce n'est que mon avis. Alors à mon avis, je vais y aller. Comme j'ai dit juste avant, c'est un projet quand même qui m'intéresse pas mal. La narration, l'aventure, des combats tactiques et surtout quand même l'infiltration. Qui a l'air vraiment pas mal. Vraiment, allez voir les deux vidéos que je vous mets en description qui détaillent vraiment bien le fonctionnement du mode combat et du mode infiltration. Et c'est vrai, il y a vraiment ce côté palpitant et stressant lors de la phase d'infiltration parce qu'on peut se faire repérer, va falloir cacher des cadavres. Enfin bref, je vous tease un petit peu, mais allez voir vraiment les vidéos. Donc voilà, je vous ai présenté ces 2 projets, Tamashii et Malia. N'hésitez pas à me dire si je peux m'améliorer en quelque chose dans mes explications. C'est des trucs que je dois encore apprendre. Mais c'était vraiment un plaisir de parler de ces 2 jeux. Je voulais absolument vous les montrer. Ils me font très très envie. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo. Et bonne journée à vous.